dernière table ronde porte sur le déploiement de systèmes de mobilité low-tech comme commun et la manière d'accélérer ce déploiement. Donc j'invite à me rejoindre autour de cette table virtuelle Antoine Chèvre. Vous êtes déjà là, parfait. Donc vous êtes coordinateur du projet Digital Transport for Africa à l'AFD, Agence française de développement. Valérie Guichon, je ne sais pas si vous êtes là. Bonjour, oui, je vous entends. Vous Bonjour. m'entendez? Alors oui, on vous entend. Pour l'instant, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Donc vous êtes coordinatrice du projet Camp OSV de véhicules V. libres à l'université de Rennes. Ah, on vous voit. Que vous allez nous détailler. Gabriel Plassa, vous êtes ingénieur énergie et prospective, transport et mobilité à l'ADEME. Et on ne vous voit pas non plus. Je ne sais pas si... Alors, Gabriel Plassa, je ne le vois pas connecté. Non, moi non plus. Je ne suis pas sûre qu'il soit déjà connecté. Et en tout cas, Bastien Siby, président cofondateur de Mobicop. Vous allez également, bonjour, nous expliquer de quoi il retourne. Bon, bah alors ça tombe pas bien parce que ma première question était pour Gabriel Plassa, donc on va faire autrement. Je vais demander du coup à Valérie Guichon de nous expliquer comment on peut concevoir et construire un véhicule selon un process open source et donc de nous décrire le projet Camp OSV, je ne sais pas si je prononce correctement, que vous coordonnez depuis plusieurs années. En quoi consiste-t-il et où en est-il? Alors, je vais couper ma caméra pendant que vous répondez pour éviter des problèmes de connexion. Alors oui, comment construire un véhicule open source? Je vous donnerai pas la réponse en tous les cas, puisque c'est un projet expérimental qu'on a mis en place dans le cadre de la constitution du Fab Lab de l'Université de Rennes 1. Et ce projet était intéressant parce que c'était le premier projet dédié à ce Fab Lab ouvert, donc associant l'idée de co-construire ou co-créer des prototypes ouverts, donc un espace ouvert également qui a des citoyens, qui a des entreprises, la notion de tiers-lieu, de fabrication et de prototypage. Et donc, concernant l'université, avec un souci aussi dédié à la pluridisciplinarité, considérant que le rôle de l'université étant de créer avant tout, de former, son rôle est de former des experts dans des domaines d'expertise donnés particuliers, qui rend parfois complexes les aspects dédiés à la pluridisciplinarité. Il s'avère qu'au sein du territoire rennais, on a une culture industrielle dédiée à l'automobile, historiquement, et que dans les rencontres liées à l'ouverture de cet espace, la croix de l'université, l'idée d'un véhicule open source était intéressant. Donc c'est un sujet qui m'a, en tous les cas pour ma part, très rapidement intéressée, dans le sens où dès le départ on avait un projet certes conséquent mais qui permettait de créer la pluridisciplinarité et comme un objet de structuration des projets du Fab Lab final. Donc l'idée d'un véhicule open source, libre de source a été retenue, qui n'est pas une mince affaire. Nous avons débuté notre projet par l'acquisition d'un châssis de véhicule donc en dur, dit ouvert, donc avec la documentation associée auprès d'une entreprise italienne qui a déposé le bilan depuis, qui s'appelle OSV Heikel. Et il s'est avéré que la documentation qu'on a recueillie en acquérant ce châssis de véhicule n'était pas aussi ouverte qu'on l'avait imaginé, voire pas du tout ouverte, c'est-à-dire que les fichiers disponibles, soit il manquait des pièces, soit il n'y avait pas d'architecture qui ne permettait pas l'exploitation de la documentation.
On aurait pu en rester là et donc prendre le châssis comme il était, c'est-à-dire l'objet matériel, hein, un véhicule en brut avec un moteur, carcasse, on va dire, de véhicule, mais roulant, avec des batteries, donc un véhicule électrique. Et d'y apposer des technologies open source. On a fait le choix en fait de préserver le projet tel qu'on l'avait imaginé au départ, c'est-à-dire d'avoir un véhicule ouvert, c'est-à-dire de créer une documentation ou en tous les cas de constituer une documentation d'un véhicule open source. De façon aussi à expérimenter les aspects innovation dédiée à la culture de la licence libre. Sur le plan méthodologique, en fait, on a expérimenté et il s'avère que ça fonctionne plutôt bien. On continue d'expérimenter donc on va dire le développement de logiciels sous licence libre, donc le software, en l'appliquant à un projet hardware CampOS. Donc il y a du développement qui se fait selon des briques technologiques et en termes de fonctionnement de projet, idéalement, c'est qu'on puisse se rencontrer au moins 2 fois par an, de façon à ce que toutes les briques technologiques puissent se croiser, échanger, interfacer, puisque les unes par rapport aux autres doivent être cohérentes. Voilà. Donc au niveau de l'université, ça constitue un certain nombre de travaux pour des étudiants, des projets d'étudiants, des projets également croisés avec des prototypeurs qui fréquentent les Fab Labs, qui peuvent être des auto-entrepreneurs. Au niveau des croisements, on a trois bases, on va dire, un outil de documentation dédié au véhicule qu'on a dû créer. Donc là, on a une première innovation qui a été issue de ce projet. C'est une plateforme qui permet la lecture de différents formats de fichiers en vue du prototypage, c'est-à-dire du design collaboratif distant. Donc qui forme la plateforme 4 axes. On a un axe dédié plus spécifiquement à tout ce qui concerne l'IoT, l'Internet des objets et les systèmes embarqués. Et puis un axe dédié à tout ce qui est mécanique, mécatronique. Donc l'ensemble de ces principaux axes. On a également pu faire intervenir, mais bon, on va le refaire parce que c'est source aussi de richesse, croisé avec des étudiants en économie, mais également en droit, considérant qu'à un moment donné, en fonction de la brique technologique ou du projet qui est créé, l'expertise économique ou juridique, puisqu'on est sur un marché émergent dédié au libre hardware, peut avoir des incidences sur le prototypage mécanique, mécatronique, informatique, électronique. Voilà. En appui au projet, on organise des conférences, que ce soit des conférences techniques ou des conférences également dédiées au libre lui-même. D'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, on a organisé tout un cycle de conférences de façon à ce que les prototypeurs et les étudiants ou professeurs intéressés par le projet puissent s'approprier aussi les données dédiées à ce projet expérimental. Parfait, merci beaucoup pour cette première présentation. Gabriel Plassa nous a rejoint. Du coup, peut-être vous pouvez nous dire un mot de la Fabrique des mobilités et de la place qui tiennent ou non les mobilités low-tech aujourd'hui. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, la Fabrique des mobilités, c'est une association qui a été créée à l'initiative de plusieurs acteurs, dont l'ADEME, et qui se focalise sur la production de ressources ouvertes, de communs. Donc, on s'intéresse aux logiciels, à des données ou du matériel open source, comme vient de décrire Valérie avec le projet CampOSV. Et l'open source et l'approche low-tech, parce que je préfère plutôt parler d'approche low-tech, ils ont plusieurs points communs. La documentation,
Donc l'exemple qu'a donné Valérie à l'instant d'un logiciel pour pouvoir travailler ensemble sur des maquettes 3D, ben, ça nécessite en fait le développement de certains nombres d'outils. Donc documentation, communauté, ouverture, mutualisation pour servir différents usages et itération avec les utilisateurs. On l'a vu tout à l'heure dans la séquence sur la logistique, la description du véhicule XYT, c'est bien un raccourcissement d'itération entre les utilisateurs finaux et le concepteur du véhicule, et qui permet d'approcher le design en fait, du véhicule aux besoins, ses stricts besoins finalement. Donc les points communs, ils sont nombreux, et on a certains projets, donc des projets sur le véhicule open source, comme ça vient d'être décrit. Gabriel, je me permets de vous couper. Valérie, est-ce que vous pouvez couper votre téléphone? Je me demande si le bruit d'hélicoptère qu'on entend ne vient pas de votre téléphone. Oui, c'est... Merci. Merci pour la communauté. Merci. Donc le véhicule open source, l'objectif c'est de concevoir une base roulante minimale qui deviendrait pratiquement une commodité et sur laquelle d'autres acteurs vont pouvoir venir innover dessus. On a un autre projet par exemple sur les deuxièmes vies des trottinettes. On va réutiliser des composants pour chercher d'autres usages et finalement améliorer à la fois le bilan environnemental et puis créer d'autres services. Et on engage aussi un travail avec le Low-Tech Lab pour travailler des cas d'usage en matière de mobilité en association avec les low-tech. Donc voilà rapidement le panorama en fait des interactions qu'on a avec ce domaine. Parfait, merci beaucoup. Comme dans d'autres tables rondes, on a différentes illustrations. En fait, ça va du véhicule au système. Donc là, on va au service. Donc je vais demander à Bastien Civil de nous décrire ce que c'est que Mobicop et en fait comment le low-tech s'applique à un service, en l'occurrence de covoiturage, que vous allez nous expliquer. Oui, volontiers. Écoutez, Mobicop, c'est donc une société coopérative d'intérêt collectif qui déploie des systèmes de covoiturage pour les collectivités territoriales. Donc, on travaille pour des régions, des départements, des métropoles, et on installe pour leur compte donc des serveurs qui gèrent ensuite la relation entre des passagers et des conducteurs qui cherchent à partager leur mobilité. C'est une approche qu'on a qui est vraiment, je dirais, au service des territoires, et ce qui se traduit de plusieurs façons, et ça rejoint une notion que vous avez sans doute touchée dans les précédents ateliers, qui est la question des biens communs. On est sur un format coopératif, donc les collectivités territoriales sont appelées à faire partie de la gouvernance de la coopérative, et par ailleurs, on travaille sur une plateforme de covoiturage qui est sous la forme d'un logiciel libre, qui a été pour nous un développement très important, puisqu'il a fallu libérer l'ensemble de notre code informatique. C'est un peu plus de 2 ans de travail pour une dizaine d'informaticiens, donc ça a été très lourd. Dans la dimension aussi de bien commun, on fait attention à la communauté de nos utilisateurs, et donc on ne prélève aucune commission sur les trajets. Voilà, donc en un mot, on est une coopérative pour les territoires qui déploie des services de covoiturage sous la forme d'un bien commun. Sur la dimension low-tech de notre côté, c'est sans doute au niveau du code informatique lui-même qu'il faut aller chercher des réponses, et dans la qualité des développements, les types de serveurs qui sont déployés pour essayer de réduire les impacts écologiques et technologiques de ces serveurs et de ce code informatique. Parfait, merci. Alors maintenant, on part en Afrique avec Antoine Chèvre. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet Digital Transport for Africa? En quoi est-ce que c'est à la fois transport, on comprend, enfin, c'est dans le titre du projet, à la fois commun et low-tech. Merci beaucoup. Peut-être juste en introduction, je voulais rappeler un petit peu
de quoi on parle quand on parle de transport en Afrique? Donc le transport dans les villes d'Afrique subsaharienne, c'est dominé à peu près de l'ordre d'entre 80 et 90%, voire 100%, par ce qu'on appelle le transport artisanal, qui sont des micro-entrepreneurs avec des véhicules plutôt minibus, qui sont sur des lignes plus ou moins affectées, avec des niveaux de qualité de service qui dépendent beaucoup d'une ville à l'autre. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à Accra, par exemple au Ghana, c'est 22 000 trotros. Donc dans chaque ville, il y a un petit nom. Donc c'est des trotros. Donc c'est 22 000 micro-entrepreneurs qui assurent la desserte de l'offre de transport dans la ville. Et donc l'initiative Digital Transport for Africa vient là-dessus et en fait a plusieurs objectifs, mais nous, ce qu'on considère, c'est que peut-être le numérique est un nouveau levier pour gérer cette multitude. Voilà, autant on voyait bien comment gérer un exploitant avec un contrat, autant voilà, là, c'est 22 000 micro-entrepreneurs, micro-exploitants. Et donc le levier du numérique, peut-être pour accompagner la transformation de ce secteur. Et en fait, on vise, donc l'objectif, le méta-objectif, c'est de viser encourager les villes africaines à avoir des données de transport de qualité au même format, en open data, en format interopérable. Donc tout ça, ça serait pour à la fois faire de la planification des transports, voilà, une meilleure connaissance de ce qui existe, faire de l'information voyageur, et donc l'étape d'après, bien sûr, c'est aussi pouvoir transformer ce secteur, c'est-à-dire enlever les externalités négatives qui commencent à apparaître, hein, sécurité routière, congestion, pollution, et garder ce qui fait la force de ce système, c'est-à-dire la flexibilité, l'adaptabilité, et aujourd'hui, quand même, c'est quelque chose qui ne coûte rien à la collectivité locale, ce qui est important. Donc l'idée, de manière générale, hein, de cette initiative, et c'est là où on retombe un peu sur le low-tech, dans la question du low-tech, nous, c'est quand même très lié aussi au low cost, hein, low-tech, low cost. Et donc le principe, c'est d'envoyer des enquêteurs avec un smartphone sur le réseau, arpenter le réseau dans un sens dans l'autre, et à partir de là, produire des données à la fois sur OpenStreetMap pour localiser les arrêts et les lignes, et à la fois en format GTFS pour qu'ils puissent profiter de tous les services qui sont développés autour du format de données GTFS. Qu'est-ce que c'est le format GTFS en 2 mots pour les Alors, le non-initiés GTFS, comme c'est moi? comme à la base, c'était Google Transit System. Et l'idée, c'était surtout d'avoir un format de données qui soit le même dans toutes les villes du monde. Et donc, ben, c'est là où c'est la force des GAFA, mais aujourd'hui, c'est le format de Google qui s'est imposé. Alors, en Europe, on a des questions métaphysiques sur le NetText et le GTFS. Voilà, donc c'est des guerres de format, mais grosso modo, ce qu'on dit surtout, c'est que n'allez pas réinventer l'eau chaude dans une ville à mettre des formats de données propriétaires ou inventer quelque chose alors qu'il y a quelque chose qui existe. Et là, par exemple, sur Accra, dans le projet Accra Mobility qu'on a fait, qui est dans ce cadre-là, bah, on a fait un jeu de données GTFS, et les données, on a pu les mettre instantanément dans Moveit, alors pas Citymapper, mais d'autres applis pour que des gens puissent développer des services autour de ça. Par rapport à ça, on articule ça autour d'un centre de ressources dans lequel, donc, qui est en ligne, qu'on a monté avec la Fabrique des mobilités, et qui permet donc à la fois de stocker de la donnée, de documenter tout ça, parce que comme le disait Gabriel, il y a beaucoup de notions de documentation, puis il y a quand même une logique d'effet d'entraînement aussi, donc de montrer les bons exemples, donc de tirer parti de la puissance des standards. Voilà, l'air de rien, ça peut paraître évident, mais nous, en tout cas, dans notre travail de plaidoyer, le fait de dire ben, c'est important que les standards soient interopérables, ben, c'est déjà une valeur importante. Et puis, on gagne beaucoup de temps et d'énergie par rapport à des campagnes de collecte de données classiques, à la fois en termes de temps et d'argent, et également en termes de pérennité du système, puisqu'on met ça sur OpenStreetMap et sur le GitLab. Et enfin, dernier point, et on le voit nous au quotidien, hein, c'est que c'est un enjeu aussi de souveraineté, c'est-à-dire que ben, demain, les villes africaines n'ont pas forcément la force de frappe qu'ont des villes occidentales, ou
le poids qu'ont des villes occidentales. Et très rapidement, on s'aperçoit que ils sont, si demain ils se bougent pas pour faire des données de transport, ça va être des Google qui vont le faire, ça va être des startups là, sud-africaines notamment, et qui veulent produire de la donnée et la monétiser auprès des collectivités locales. Et voilà, moi je suis persuadé qu'en tout cas, celui qui a la carte a le pouvoir, et laisser la main à des acteurs privés comme ça peut être très dangereux. Mais est-ce que d'une certaine façon, on n'a pas le même problème, y compris ici, enfin, dans des économies développées, de la mainmise des GAFA sur les données? Alors, est-ce que c'est un problème typiquement africain? récemment, on avait fait une formation au Ponts et Chaussées sur le sujet, sur comment maîtriser le digital, et il y avait donc des témoignages notamment de Lille, de la métropole de Lille, qui disaient que par rapport à des acteurs comme Waze, en fait, ils ont absolument aucune prise sur ce que font des acteurs comme Waze, et ils se font manger tout cru. Voilà. C'est un peu ce que je sous-entendais. Voilà. Et donc c'est vrai que nous, j'avance un petit peu sur la fin, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on apprend aussi des choses, je trouve, dans les pays en développement, par rapport à cette question de la rareté à la fois des ressources financières, des ressources humaines, techniques. On apprend des choses qui sont utiles dans les pays occidentaux. Là, par exemple, on travaille avec Jungle Bus, là, qui était une initiative qui est devenue une entreprise qui avait été au départ lancée avec l'appui de la Fabrique des Mobilités. Et ils font à la fois la cartographie des arrêts de bus en Île-de-France sur OpenStreetMap, et à la fois à Abidjan. Voilà. Et on retrouve un petit peu ces logiques dans les deux sens. Et je pense que notamment, voilà, nous, on se pose la question de. Alors, je vais parler beaucoup d'OpenStreetMap parce que c'est un outil extraordinaire et c'est un commun numérique pur. Et je trouve que la manière dont dont on peut travailler avec les communs numériques dans les pays africains est vraiment une source d'inspiration pour nous. Ce qu'on appelle, nous, l'innovation inversée. Oui, c'est reverse innovation, là, c'est ça. Ouais. Et mais cela dit, vous avez dit, vous faites un parallèle entre low-tech et low-cost, mais ça va pas forcément de soi partout dans toutes les circonstances. Ça n'est pas forcément un prérequis, si j'ai bien compris, des low-tech. C'est pas forcément toujours moins cher. Voilà. Alors Bon. après, l'autre partie, c'est qu'on essaye, nous, on essaye vraiment de cibler quelle est la meilleure valeur ajoutée que peut apporter un petit peu de numérique sur un fonctionnement traditionnel, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire voilà, avec des moyens un peu rustiques, comment, avec la petite touche de numérique en plus, on peut essayer d'améliorer le système. Avec voilà, donc un smartphone, c'est pas forcément low tech, mais ça permet en tout cas de sortir, de faire des choses très intéressantes finalement à un coût qui est relativement faible et qui est accessible à tous. Voilà, la petite stat, hein, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de gens qui ont accès au téléphone mobile en Afrique que de gens qui ont accès à l'eau et l'électricité. Donc on voit que ça devient une évidence, et que ça remplit pas mal de fonctions. Merci beaucoup. Peut-être Gabriel Plassa, vous voulez dire un mot? Antoine a parlé de l'aspect innovation inversée, donc inspiration des pays du Nord prise dans les pays du Sud, pour faire court. Mais est-ce que les communs sont justement aussi une façon d'accélérer le transfert de technologie du Nord vers le Sud, pour le coup? Effectivement, les communs, il n'y a pas de frontière, hein, puisque la ressource, elle est ouverte, elle est documentée. Par nature, tout le monde peut l'utiliser. Ce qui est intéressant dans ce que disait Antoine, c'est que voilà, le transport informel finalement des entrepreneurs qui auto-organisent des mobilités, c'est arrivé en Europe ou aux États-Unis sous la forme de Uber ou des opérateurs de mobilité, hein, qui sont arrivés sans demander l'autorisation aux villes. Elles opèrent des mobilités. Bon, après maintenant ça s'atténue et ça discute un peu plus, mais il y a des fortes similitudes. Donc les communs, les low-tech, en fait, cette approche
de documentation, de ressources ouvertes, par nature, elle est transfrontalière, justement, il n'y a pas de frontières. Et ce qui fait d'ailleurs que, comme disait Antoine, une solution comme JungleBus, qui au départ a été faite plutôt pour des territoires où il n'y avait pas de données, on manquait de données, c'est là où elle s'est déployée. Mais en fait, en plein centre de Paris, la RATP géolocalise assez mal ces arrêts de bus finalement, et ils vont utiliser la même base technique pour créer de la donnée utile aux calculateurs d'itinéraires ou autres. Donc les usages sont un peu différents, mais les ressources, elles sont utilisées indépendamment, et ce qui permet aussi facilement de faire des projets internationaux. Parce que c'est documenté en général en anglais, et donc les contributeurs arrivent et la ressource, elle peut rapidement se mailler à l'échelle de plusieurs pays. Et donc, on a des exemples de projets qui deviennent rapidement internationaux grâce à l'ouverture de la ressource et la documentation. Merci. Bastien Siby, qu'est-ce qui a présidé en fait à la création sous forme de coopérative de Mobicop, et aujourd'hui, pour quelles raisons les collectivités vous choisissent-elles? Est-ce que vous avez des concurrents, j'imagine, qui sont peut-être pas sous forme de coopérative? Alors, je parle pas de Blablacar, parce que Blablacar, c'est pas forcément pour les collectivités. Mais quels sont en fait vos avantages du point de vue d'une collectivité? Écoutez, d'abord pour répondre au premier segment de votre question, nous, ce qui a présidé au format de la coopérative, c'est vraiment cette dimension de bien commun. On a une communauté de un peu plus de 400 000 comptes utilisateurs. On a des soutiens assez forts sur l'ensemble des territoires français. Et du coup, quand on a transformé l'association, puisqu'au démarrage, tout ça était une association, on s'est posé la question du format juridique. Et on a choisi un format coopératif spécifique qui est la société coopérative d'intérêt collectif, parce que elle permet d'associer l'ensemble des parties prenantes à la démarche. Et il nous a semblé que c'était comme ça qu'on respecterait le mieux la forme de bien commun de notre plateforme. Donc ça c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi le format coopératif et pourquoi cette forme coopérative spécifique. Et ça me fait une transition par rapport à le deuxième aspect de votre question, qui est celui de finalement la raison pour laquelle les collectivités territoriales nous choisissent, nous, plutôt que nos concurrents. Dans ces raisons, bon, elles sont multiples, hein, mais je pense que j'en conserverai deux là, par rapport à la discussion que nous avons aujourd'hui. La première, c'est effectivement cet enjeu de gouvernance. On est sur un sujet majeur de politique publique territoriale, la mobilité partagée. Nous opérons les plateformes, nous décidons des orientations techniques des plateformes de covoiturage. Le fait que nous ouvrions la gouvernance et nos choix aux collectivités territoriales est une raison pour elles de nous choisir par rapport à des concurrents pour lesquels elles ne maîtriseraient pas les composantes techniques des solutions qui sont déployées sur leur territoire. Donc, c'est un enjeu de codéfinition finalement de la politique publique de mobilité sur le territoire. Premier élément. Deuxième élément, c'est lié à l'open source et au caractère de logiciel libre de notre plateforme. Vous prenez une collectivité territoriale comme le Grand Lyon, lorsqu'elle nous choisit, c'est précisément parce que notre service est déployé sous la forme d'un logiciel libre. Quelle différence ça fait pour elle? Ça fait que d'abord, elle est indépendante de la coopérative dans sa dimension technique. Si demain, elle souhaite ne plus travailler avec nous, ce qui peut toujours arriver dans le cadre d'une relation de prestataire à collectivité, elle le pourra puisqu'elle continuera à détenir le code. Par ailleurs, elle est capable d'organiser elle-même des nouveaux développements, des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire que ces informaticiens se saisissent du code et participent eux-mêmes à la rédaction de certains de ces modules, de certaines de ces fonctionnalités. Donc, outre la question du nombre d'utilisateurs de la plateforme, de la qualité des services, etc., qui sont évidemment des déterminants dans le choix des collectivités territoriales de travailler avec nous, je crois vraiment que cette dimension de gouvernance partagée du projet et le caractère
frontalement de bien commun dans la dimension de logiciel libre et enfin On a perdu Bastien. Bastien, on va essayer en coupant la webcam pour voir. Bastien est figé. S'il nous entend. Ah là, il est bien figé. Ouais. Ça semble assez durable. Bon, bah, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre en attendant qu'il... Ah, non, je ne sais pas. Bon, je vais demander à Valérie Guichon. Vous m'entendez, Valérie? Oui. Ouais. Voilà. Je voulais revenir sur votre projet et peut-être sur les difficultés. Enfin, à quoi attribuez-vous les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées au cours du projet? À un moment, vous avez parlé de documentation insuffisante, etc. Et par ailleurs, savoir quelles pourront en être les suites en fait de ce projet et des applications concrètes. Grosso modo, est-ce qu'on peut faire de la recherche appliquée sur le sujet? La difficulté, elle est liée à l'émergence en fait de ce qu'on appelle l'open hardware. L'open software donc existe depuis une trentaine d'années, le développement logiciel sous licence libre. Toute la difficulté étant de travailler sur un objet matériel tout en y appliquant si possible des aspects méthodologiques dédiés au développement logiciel. Donc on reste finalement réglementairement parlant et sur le plan juridique sur finalement du développement de logiciels, de design, donc de support informatique sous licence libre. On n'a pas à proprement dit de matériel libre. C'est la subtilité. Donc un projet relativement émergent qui a nécessité aussi une phase d'information, de sensibilisation dédiée à la licence libre et à ces méthodologies de l'open source, y compris d'un point de vue économique. C'est moins vrai aujourd'hui, bien heureusement. La notion de commun et les exposés d'aujourd'hui, tant d'Antoine Chèvre, de Bastien Sibyl ou de Gabriel le démontrent, les intérêts multiples d'un point de vue sociétal des méthodologies dédiées au commun et donc de la rigueur à apporter aussi d'un point de vue juridique, de façon à ce que ça fonctionne bien et qu'on puisse escompter des résultats donc de l'application des licences d'un point de vue juridique. Ça nécessite une certaine rigueur en fait, tant dans les aspects de création de communauté également. Qui dit création d'une communauté dit respect des personnes individuelles qui vont contribuer à ce groupe et qui va finir par créer une dynamique elle-même, cette dynamique nécessaire à la constitution de documentation de communs riches qui puissent être partagés et qui sont source d'innovation, puisque partagée, on va dire globalement à l'international, une documentation ouverte, et qui peut constituer une brique technologique qui, elle, va être développée de multiples façons aux quatre coins du monde, en fait. Donc, il y a l'aspect dédié à l'accélération également de la recherche applicative, comme vous l'avez souligné, qui n'est pas une innovation en soi. De nombreuses recherches sont sous licence dite libre, en fait, sur le plan de la recherche scientifique. C'est un mode particulier de développement, et y compris dans son fonctionnement d'un point de vue économique. Parfait, merci beaucoup. Je crois que Bastien nous a retrouvés. Nous avons retrouvé Bastien. Moi, je voulais vous poser une question sur le modèle économique, en fait. Bon, vous êtes une coopérative, vous étiez une association, donc je ne sais pas vraiment
ce que ça signifie du coup, modèle économique, mais enfin comment vous faites, à partir du moment où les collectivités peuvent récupérer le code, comme vous disiez, et développer leur propre système, quelle est en fait la pérennité de Mobicop? Je vais pas Oui, couper Bastien avant qu'il commence. Même Valérie, est-ce que vous pouvez couper votre téléphone, s'il vous plaît? Ah oui, pardon. Merci. Bastien, excusez-moi, c'est à vous. non, non, bien sûr, pas de problème. Excusez-moi pour la légère coupure. J'ai changé de connexion Internet. J'espère que ça marchera mieux. Écoutez, d'abord, Mobicop, il y a bien un modèle économique. Hein. C'est une coopérative qui aujourd'hui emploie une vingtaine de salariés, qui est équilibrée sur un modèle qui est équilibré sur le plan économique. Alors, comment ça se passe? Donc, nous répondons à des appels d'offres émis par les collectivités territoriales. Quand nous sommes meilleurs que nos concurrents, nous les emportons. Ensuite, nous prestons pour les collectivités. Alors, cette prestation, de quoi est-elle faite? Puisque, comme vous l'avez relevé, nous installons un logiciel libre. Cette prestation, c'est d'abord une prestation qui est liée à notre expertise technique sur la plateforme elle-même. Quand vous êtes la région Bretagne, la région des Hauts-de-France, quand vous êtes le Grand Lyon, etc., quand vous déployez votre service de covoiturage, c'est un logiciel, c'est pas exactement comme d'installer Word sur votre ordinateur. Donc vous avez besoin d'une expertise de haut niveau pour déployer l'infrastructure Mobicop Platform sur vos serveurs, et la coopérative est le lieu dans lequel pour l'instant cette expertise de haut niveau est présente. Nous espérons que rapidement d'autres SS2I développeront des expertises également sur le code source que nous avons développé, mais pour l'instant, c'est naturellement vers nous que les collectivités territoriales se tournent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que déployer des infrastructures de covoiturage sur le plan technique ne suffit pas. Il y a à penser l'usage, il y a à penser l'activation sur les territoires de réseaux qui vont pouvoir promouvoir le covoiturage et le partage de la mobilité. En un mot, il faut animer le dispositif technique. Et du coup, là aussi, la coopérative a des savoir-faire, a des méthodologies, a des gens sur le terrain qui peuvent agir pour les collectivités dans le sens de cette animation. Donc moi, je pense qu'un des intérêts de la liberté logicielle, c'est aussi de rappeler, de dire que ce qui compte, c'est le travail et l'intelligence, plus que le capital informatique. Et donc, même si on a la brique logicielle, même si on a le code, en fait, c'est le début de la partie. Ensuite, il faut faire les développements sur mesure, il faut penser la politique publique de mobilité, il faut animer le territoire. Et pour tout ça, eh bien, on a besoin de travail. Et c'est ce travail qui amène la coopérative. Parfait, merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Antoine Chèvre, je voulais vous demander si, en fait, cette cohabitation entre des systèmes de transport très traditionnels que vous avez décrits et puis la technologie quand même assez poussée via les data, etc., quand bien même elle soit en commun. Est-ce que c'est ça qui figure finalement ce qu'on a beaucoup appelé le leapfrog africain, qui, en fait, le nouveau, du coup, ça va être le nouveau visage des transports en Afrique, comme bon, par exemple avec le téléphone portable où ils sont très peu à avoir bénéficié du téléphone fixe et il n'y a pas les infrastructures, mais ils ont quasiment tous des portables aujourd'hui. Le paiement via téléphone qui est très en avance sur les pays du Nord, ou même dans l'énergie, une énergie très décentralisée, donc tout ça faisant à chaque fois l'économie des infrastructures. Est-ce que c'est ça le visage en fait du leapfrog dans le transport africain? C'est ce que vous nous avez décrit là? Oui, oui, alors en effet, alors peut-être comme ça permet de réagir. On avait une petite discussion par chat là, avec un des participants. J'ai vu. En fait, Mais j'avais ce qui est quand même prévu intéressant, cette question de toute façon, comme vous le oui, savez. oui, Mais j'ai vu, oui. 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 On vous Ce écoute. qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, le message que nous, on essaie de faire passer dans les villes africaines,
et qu'on refait passer aussi chez nous, c'est que dans le côté Leapfrog, c'est surtout éviter de refaire tout le chemin conceptuel que nous on a fait. Je m'explique. Pour nous, l'enjeu principal, ça va pas être le report modal, c'est que les gens sont déjà dans les transports, ce qui sert de transport public, et qu'il y a tout un tas de choses qu'on est en train de réinventer à coup de levée de fonds de centaines de millions de dollars pour, par exemple, voilà, donc l'exemple un peu caricatural, c'est Uberpool, hein, de dire si on partage un véhicule, on paye moins cher. C'est quelque chose qui existe déjà. Des choses où on dit on va faire du transport à la demande, où une personne, les gens dans le véhicule vont pouvoir demander d'aller s'arrêter à tel endroit, c'est des choses qui existent déjà. Et donc en fait, nous l'intérêt, c'est surtout de leapfroguer, c'est vraiment très conceptuel, c'est de leapfroguer la question de la propriété individuelle de la voiture. Voilà, c'est-à-dire que le jour où les gens auront les moyens de s'acheter une voiture, eh ben, ils le feront pas parce que ils auront un service tout à fait pertinent, efficace, avec une articulation autour de, voilà, nous, notre propos, c'est de dire il y a du mass transit, parce qu'on a besoin de transport de masse, voilà, le RER A, on ne peut pas le faire avec des petits véhicules, et tout autour de ça, toute une gamme de transport à la demande, depuis le service très premium jusqu'au service un peu plus classique, et qui permettent d'assurer le fameux dernier kilomètre et de répondre à l'ensemble des besoins. Et donc en fait, l'utilité du numérique là-dedans et de l'approche low-tech, en fait, c'est plutôt de se dire prenons ce qui marche déjà et qu'on est en train de réinventer chez nous à très très cher pour plutôt le transformer, ce secteur, et en utilisant des choses assez basiques, hein, puisque on parle quand même avant tout de véhicules qui se déplacent dans un sens ou dans l'autre, où finalement le service numérique n'est pas énorme, mais par contre peut être ça aussi, ça pose question sur demain, quel est le rôle de la collectivité. Et c'est là aussi où c'est intéressant de passer dans la question des communs numériques et qu'on retrouve un peu chez nous, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est un continent jeune. Il y a beaucoup de jeunes gens, alors tout le monde n'a pas accès aux dernières technologies, etc. Mais il y a une effervescence incroyable. Et nous, on pense aussi que cette manière d'aborder les choses à travers les communs numériques est aussi une manière de penser l'action publique, à la fois pour les autorités publiques locales et à la fois pour des acteurs comme nous, comme l'Agence française de développement ou plus, enfin des gens d'extérieur qui peuvent apporter comme ça de la valeur en créant les conditions pour que d'autres puissent venir s'intégrer là-dedans. Et donc ça, c'est la notion de données comme infrastructure, qui est un truc qui a été un peu une révélation aussi pour moi, dans le sens où on parlait pendant très longtemps de la donnée comme pétrole. Il y a la donnée pétrole et puis il y a la donnée infrastructure. Et donc en fait, nous on considère que notre rôle, c'est d'aider les pays africains, les villes africaines, à créer cette infrastructure, et c'est aussi un moyen de penser l'action publique. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous, les uns les autres, vous voulez réagir à ce qui s'est dit jusqu'à présent autour de la table, aux interventions d'autres intervenants? Sinon, je voulais m'adresser à Gabriel Plassa par rapport à une crainte, on va dire, qu'il avait évoquée quand on a échangé pour la préparation de cette table ronde, à propos du défi d'un maintien de compétences techniques et scientifiques en France, hein, dans un contexte de désindustrialisation. J'avais l'impression que vous vous demandiez si le low-tech, est-ce que les low-tech dans ce contexte-là ne risquaient pas en fait d'accentuer le risque de désindustrialisation et la perte de compétences scientifiques? Est-ce que vous voulez peut-être dire un mot là-dessus, et ça sera peut-être l'occasion pour les autres de réagir par rapport à cette inquiétude, si j'ai bien compris. Oui, c'était ça. Alors en fait, je pense qu'il
déjà, il y a un problème de terminologie, c'est qu'en fait, le terme low-tech, même s'il donne une image d'un objet scientifique technique, on vient de le voir, en fait, il faut s'intéresser aux usages, au modèle d'affaires, à la culture des organisations, à la formation des personnes, etc. Et finalement, c'est tout sauf de la technologie de l'ingénieur. Le low-tech dans la mobilité, c'est le vélo. La question, c'est comment on met des gens sur du vélo. Et ben, les réponses, elles sont multiples, complexes, et financement, fiscalité, incitatif, contraintes, urbanisme, etc. Et ça, ce ne sont pas des low-tech, là, les mots que je viens de dire. Donc les low-tech, c'est à la fois intéressant de regarder ça sous le prisme de l'ingénieur, mais ça amène énormément d'autres sujets. C'est un sujet culturel de formation des organisations, ça on l'a vu. Et effectivement, pour moi, j'ai un peu un questionnement en fait de vouloir minimiser finalement l'importance de la technologie dans un contexte où en fait on a de façon voulue ou pas, maîtrisée ou pas, réduit les industries en France et en Europe. Et donc comment on va toujours maintenir des capacités, des compétences techniques de haut niveau en s'intéressant à des solutions dites low-tech. Et j'ai le sentiment qu'on charge le low-tech de tout un tas de super pouvoirs qui aujourd'hui n'a pas démontré à l'échelle. Aujourd'hui, ce qui marche, là, on est en train d'utiliser tout sauf du low-tech, ça marche à l'échelle. Donc, je dirais que pour être crédible, ce mouvement-là doit se poser des limites, se poser des cadres, démontrer des choses dans des objets, dans des domaines bien précis, éventuellement dans des territoires, et avancer sans vouloir forcément tout résoudre tout de suite, comme certains voudraient bien lui prêter ces super pouvoirs-là, quoi. Bien. Merci Gabriel pour nous faire partager ces interrogations. Est-ce que quelqu'un d'autre autour de la table voudrait réagir à ces questionnements? Bon. C'est un abîme de perplexité s'ouvre devant nous collectivement. Alors dans ce cas, pour réagir, c'est peut-être justement, ouais. c'est à la fois le frein et de ce qu'on voit en Afrique, quoi. C'est à quel point, de toute façon, ils n'ont pas le choix, donc ils sont obligés de faire du low-tech, et à quel point on peut vraiment arriver à résoudre les problèmes, parce qu'une fois qu'on je vous ai fait un tableau assez enthousiasmant, on est quand même dans des situations très critiques et ça a du mal à avancer, quoi. Et c'est ce que je répondais à votre camarade, notamment une question, c'est la question de la masse critique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on était sur du low-tech, mais sur un fonctionnement de village un peu élargi. Voilà, quand on passe à une certaine taille critique de ville, il y a des fonctionnements un peu artisanaux low-tech qui marchent plus, quoi. Donc, comment on passe à l'échelle, c'est loin d'être évident. Ça, c'est un sujet récurrent depuis le début de la journée, le passage à l'échelle, effectivement. Il y a une question qui porte sur la voiture. Donc, j'imagine qu'elle est notamment pour Valérie Guichon. Je vous la lis. Et l'émotionnel, l'automobile est bien plus qu'un véhicule personnel et pratique pour beaucoup. Il faudra adresser cette composante désirable pour aider à persuader à s'en passer. Si le low-tech est tout à fait compatible avec le design de véhicule, il semble central que ce design soit ergonomique, portable et désirable pour qu'il soit adapté durablement. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. C'est l'objet du projet lui-même Campo SV, le V n'étant pas voiture mais véhicule. Et je crois que Gabriel l'a exposé tout à l'heure, à savoir que les briques technologiques, là, il s'avère que c'est un véhicule 4 roues, mais dans les prototypages et parmi les projets de véhicules qui
qui sont en cours d'élaboration. On a du 2 roues, une roue, du 3 roues, considérant que chacun des prototypes de véhicules se nourrissent les uns des autres, c'est-à-dire que quelle que soit la brique technologique ou l'amélioration apportée à un prototype, celle-ci peut facilement se transférer à un autre véhicule. Donc effectivement, pour croiser avec les questionnements dédiés à la mobilité dans un contexte environnemental, sur le sujet environnemental, effectivement, la notion de véhicule finalement, d'un point de vue voiture dit libre à open source, c'est que la documentation peut être utilisée pour toutes sortes de véhicules dans un deuxième temps. Voilà. Peut-être pour compléter, ouais. pardon. Ouais, Bastien ce aussi que je voulais dire un mot. Allez-y Gabriel, puis Bastien. D'accord, c'est que le paysage en fait bouge aussi. Vous avez des contraintes mises en place par les villes qui sont en train de s'intensifier au regard de l'automobile, d'une part. D'autre part, vous avez des nouveaux entrants, des constructeurs chinois qui font des voitures électriques aujourd'hui à 1000 $, et la voiture la plus vendue aujourd'hui, elle est à 5000 $ en Chine. Et ça, vous avez plusieurs façons de voir les choses. Soit elle continue à être vendue, soit elle est opérée par des opérateurs type Uber, soit elle est opérée par des coopératives équivalentes à Mobicop dans l'autopartage comme Cities. Donc là, on peut brosser en 2 secondes de plusieurs visions du futur dans un contexte où les territoires en fait vont augmenter la contrainte, soit directement, soit sous contrainte elle-même de l'Europe, qui est en train aussi de mettre en place un certain nombre d'outils. Merci. Bastien, vous vouliez dire quelque chose à propos de la question? Oui, tout à fait, parce que effectivement, en fait, nous on dit régulièrement qu'on est, plutôt qu'une entreprise technologique, qu'on est une entreprise culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, pour changer la mobilité, il faut avant tout changer la représentation de celle-ci dans l'esprit de nos contemporains et changer leur rapport à quelque chose d'aussi intime que comment je me déplace. Et donc ça, c'est une bataille qui peut être menée de plusieurs façons. Gabriel a rappelé les éléments de contrainte politique. C'est une entrée et on voit bien que celle-ci va se densifier à mesure que les problèmes vont prendre de l'ampleur. Il y a d'autres axes de bataille qui sont le fait de susciter du désir pour d'autres formes de mobilité, c'est-à-dire finalement transformer cette perception qu'on a d'une mobilité valorisante si on est seul dans une voiture en train de respirer les pots d'échappement de la voiture qui nous précède. Et donc, voilà. Donc, je crois qu'il y a une dimension culturelle extrêmement forte dans tout ça et qu'il faut l'avoir à l'esprit à chaque fois qu'on parle de technologie en fait, et de bien lier le couple technologie-culture qui est d'ailleurs complètement imbriqué, bien sûr. Ça aussi, c'est un sujet qui est revenu de manière récurrente depuis ce matin. Effectivement, les aspects d'image, d'imaginaire collectif et de culture, on peut dire, d'une certaine façon, semblent être les plus difficiles à faire évoluer, peut-être les plus lents à évoluer, même si on peut imaginer qu'il y ait des points de bascule parfois assez rapides, je ne sais pas. Dans tous les cas, on arrive en fait au terme de cette table ronde. Si je voudrais frustrer personne, si vous avez des mots de conclusion que vous voudriez ajouter, des messages qui vous semblent importants qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est le moment. Avant que je donne la parole à Raphaël Gerson pour clôturer ce colloque, cette journée entière autour des mobilités low-tech, au cours de laquelle on a parlé de plus que des mobilités, de plus que du low-tech. Enfin bref, je pense que c'était très riche et très intéressant, et ça n'était pas stricto sensu mobilité et low-tech en permanence. Ça a pu éventuellement frustrer certains participants, mais je pense que ça faisait au contraire partie de la richesse des échanges. Donc, qui veut dire un dernier mot? Alors, moi, je vais juste dire un petit mot juste pour illustration de la puissance des communs numériques.
Je t'ai envoyé un lien là, Dominique, si tu peux peut-être le partager avec le public. Vous verrez, là, c'est 2008-2020, l'évolution en time-lapse accélérée là, de la cartographie de l'Afrique sur OpenStreetMap. Voilà, donc c'est pas vraiment la mobilité, mais c'est quand même un support intéressant. Et je pense que voilà, c'est un modèle qui est assez inspirant et même l'IGN commence déjà enfin, rentre dans la notion du collaboratif aussi pour la cartographie. Ça apporte des perspectives assez, euh, assez enthousiasmantes. D'accord, je vois le lien. J'ai peut-être demandé Là, il à a été communiqué à l'ensemble des l'organisateur. participants. Il a été Oui, communiqué c'est à ça, l'ensemble des voilà. participants. Super, merci beaucoup. Merci. J'ai cru que vous avez perdu, c'était pas le moment. Ah non. Est-ce que Valérie, Gabriel, Bastien, vous n'avez plus rien, c'est votre dernier mot, vos derniers mots, vous n'avez plus rien à dire? Vous ne serez pas frustrés? Non. Non, non. Je Merci dirais beaucoup. juste que avec le temps, il y a de plus en plus d'initiatives et que globalement, toutes celles-ci vont dans un sens commun également. Et donc, c'est riche de pouvoir les croiser à un moment donné. C'est enthousiasmant d'un point de vue environnemental, mais pas que. Eh bien, merci beaucoup pour ces commentaires positifs des uns et des autres.